Bonjour à tous. On est ensemble pour 1 heure à peu près pour parler de la conformité de l'IA, puis en particulier de la pratique. De la pratique. Donc, comment faire, hein, parce qu'on connaît pas mal maintenant la conformité, la théorie. On va quand même repasser un peu quelques éléments de théorie, je vous rassure. Et on va ensuite surtout parler de la pratique. Et pour ça, j'ai le grand plaisir d'accueillir Élodie Royer, que je présenterai juste après, parce que je laisserai se présenter. Peut-être juste avant, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Dastra, Dastra, nous sommes donc un outil, un logiciel en ligne, SaaS, de gestion de la protection des données, de la gouvernance sur les données, donc à la fois sur les règles de protection des données, mais également sur les usages des données à travers l'intelligence artificielle, à travers la cybersécurité, à travers tout l'écosystème finalement réglementaire qui va nécessité de piloter les données, qu'elles soient à caractère personnel ou non. Et donc, nous sommes un outil qui va centraliser un certain nombre de modules qui vont permettre de piloter l'ensemble de ces données et de leurs usages. Moi-même, je suis Jérôme de Mercey, je suis un des fondateurs de Dastra, je travaille à la CNIL pendant longtemps, je suis plutôt juriste, moi, de formation au départ, et puis depuis, j'ai étoffé mes compétences notamment en accompagnant aujourd'hui nos clients sur Dastra dans leur utilisation de l'outil, la mise en place de l'outil chez eux. Je suis accompagné par Élodie Royer, donc, qui est de My Data Solutions, qui est partenaire de Dastra et que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour justement nous parler des projets IA et de la pratique de ce point de vue-là. Je te laisse peut-être, Élodie, te présenter. Oui, merci Jérôme. Merci beaucoup. Donc effectivement, Élodie Royer, je suis la directrice du développement du groupe My Data Solutions. Nous sommes partenaires d'Astra et l'objectif de ce webinaire va effectivement nous permettre de vous montrer comment, en combinant l'approche de My Data Solutions dans cette approche conseil, puisque nous sommes un cabinet conseil spécialisé en protection des données. Donc les données personnelles, bien sûr, avec le RGPD notamment. Nous sommes une équipe principalement composée de juristes. Donc nous accompagnons les entreprises à intégrer en fait les bonnes pratiques pour se conformer aux réglementations qui viennent encadrer l'usage et la protection de la donnée. Donc bien sûr le RGPD, mais pas que, puisqu'effectivement, comme tu l'as précisé Jérôme, le sujet de la data est beaucoup plus large maintenant en matière de compliance et de conformité. Et nous embarquons également, déjà depuis pas mal de mois, des accompagnements qui couvrent aussi l'ensemble de la réglementation européenne sur la donnée, notamment l'IA Act. Voilà. Donc, nous sommes implantés sur l'ensemble des régions, on va dire, hexagonales métropolitaines, avec une particularité, puisque nous sommes leaders aussi de la protection des données sur l'ensemble des Outre-mer, où nous intervenons avec 2 filiales sur l'île de la Réunion, les Caraïbes, la Nouvelle-Calédonie également. Voilà. Et nous sommes ravis de participer avec toi, Jérôme, et tous ceux qui sont nombreux aujourd'hui à ce webinaire sur l'IA pour essayer à la fois effectivement de faire la bascule entre la théorie qu'on commence un peu à connaître ou à maîtriser avec l'IA Act et la pratique, puisque les usages d'IA, on vient de le voir même en se connectant tout de suite, qu'on a dans nos participants des agents IA qui viennent aussi participer au webinaire. Donc, tout un changement, je dirais, de mode de fonctionnement professionnel qui sont vraiment très intéressants. Mmh. Voilà, merci. Oui, effectivement, Élodie. Je précise effectivement, donc il y a des agents IA qui participent. Je pense que c'est maintenant assez commun. Il y a, je vois certains éléments qui permettent de s'opposer, hein, si vous lisez ce qu'il faut, ceux qui sont dessus. Donc, s'opposer à l'utilisation, en tout cas, j'imagine, des données qui vous concernent. Donc, globalement, ça va être quand même le nom, prénom que vous avez. Alors, peut-être justement, on va revenir sur ce que c'est que des agents IA, ce sera Oui. intéressant pour tout le monde. Alors, aussi, n'hésitez pas, vous avez dans le webinaire des questions-réponses que vous pouvez poser, un espace de conversation. Voilà, on va essayer au fur et à mesure d'y répondre si on a, sinon on prendra le temps en fin de webinaire de répondre à vos différentes questions dans la mesure du possible, bien évidemment. Ce que je vous propose de faire, c'est 4 petites choses. Premièrement, introduire un peu le sujet, parler justement de ce règlement sur l'IA qui nous concerne tous et puis qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, de voir
un peu le cas pratique, qu'on va voir comment est-ce que ces projets IA, finalement, c'est quoi les démarches à réaliser dedans et comment ça se passe dans un accompagnement aussi par notamment My Data Solutions, et puis évoquer une session de questions-réponses. Alors, peut-être un premier sujet sur de quoi on va parler quand on parle de l'IA. Vous le savez, l'IA, ça va être quelque chose qui existe depuis longtemps, mais on a la chance, depuis le règlement sur l'IA et puis finalement tout le travail réglementaire qui a été fait, d'avoir des définitions un peu plus organisées, un peu plus propres sur ce que c'est. Si on prend une définition très simple, on peut estimer que les systèmes d'IA, c'est des systèmes qui permettent donc d'exécuter des tâches normalement dévolues à une intelligence humaine. C'est très résumé, mais finalement, c'est exactement ce que ça veut dire. Et on a une définition un peu plus technique, je dirais plus précise, puisque le diable se cache toujours dans les détails, en tout cas au niveau de la réglementation, et c'est donc le règlement sur l'IA, l'AI Act, donc qui va nous apporter cette définition à travers notamment celle que je vous ai exposée ici. Donc c'est un système automatisé. Alors qu'est-ce que c'est automatisé? Ça veut dire que c'est tout simplement un système qui répond, qui est d'une machine, qui est donc informatique. On va dire c'est comme un traitement automatisé. Vous savez, dans les traitements de données à caractère personnel. D'ailleurs, en anglais, on parle de machine-based system, donc vraiment quelque chose qui est lié à une machine et qui va avoir différents niveaux d'autonomie pour pouvoir accomplir des objectifs à travers les jeux de données qu'il va emmagasiner. Et à partir de ces données-là, il va déduire donc des informations qui vont permettre de faire des prédictions du contenu, des recommandations, des décisions. Donc il y a une notion très importante dans les systèmes d'IA, et c'est ce qui fait un peu la différence, c'est ce qui rend aussi le sujet particulièrement sensible, c'est qu'il y a une notion de déduction. Pour ceux qui connaissent bien, les amis DPO connaissent bien aussi le mot plutôt anglais qui va être l'inférence. En anglais, la traduction de la définition en anglais parle de infers. Et ça veut dire que l'inférence, c'est simplement la déduction en français. Mais l'inférence, vous le savez, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans les notions sur l'anonymisation. Il ne faut pas qu'on puisse déduire à partir d'un certain nombre de données et de l'environnement des informations. Eh bien, l'IA va faire ça. Elle va déduire d'un environnement des informations qu'elle va pouvoir produire. Peut-être rappeler, Jérôme, Oui. peut-être rappeler, Jérôme, effectivement, en petite précision, donc effectivement, tu parlais de niveaux. Donc, on a une classification des niveaux d'IA en 3 niveaux. Donc, on a ce qu'on appelle les IA ANI, donc les IA artificielles étroites, qu'on peut assimiler effectivement à des IA qui en fait sont spécialisées dans des tâches spécifiques et avec une gamme de capacités limitées. On peut prendre comme exemple par exemple l'assistant vocal Siri sur nos iPhones par exemple. On va trouver la deuxième catégorie, c'est là que va se concentrer à l'heure actuelle, quand on parlera de la pratique, nos accompagnements chez My Data Solutions, ce sont les intelligences artificielles générales, les AGI, ou génératives. Je pense que ce terme-là parle beaucoup plus. Et là, effectivement, on se retrouve face à des IA qui sont capables d'égaler les capacités humaines dans différents domaines pour résoudre des problématiques complexes et apprendre également de manière autonome et de s'adapter à des nouvelles situations. Et pour ceux qui seraient peut-être utilisateurs de l'IA, sans les citer, notamment ChatGPT, vous avez dû voir effectivement depuis, si vous avez commencé à l'utiliser déjà depuis plusieurs mois, que cette IA d'ailleurs s'est énormément améliorée avec l'entraînement pour nous suggérer et nous assister sur énormément de choses en matière de suggestion. Et puis, on va trouver le dernier niveau qui sont les super intelligences, les ASI. Et là, effectivement, on est plutôt sur des catégories d'IA à haut risque, voire à très haut risque, puisque ça viendrait dépasser les capacités humaines dans de nombreux domaines. Et là-dessus, notamment l'IA Act. Et là, finalement, si on veut le rappeler, Jérôme, pas forcément pour empêcher l'usage ou le développement des systèmes, mais plutôt pour encadrer et gérer les risques et les impacts sur les droits et les libertés fondamentales des humains, de nos droits. Et donc, en fonction de ces niveaux, on va avoir, et on le verra tout à l'heure, des obligations et une démarche de conformité qui va être du plus simple ou du plus réduit au plus complexe.
Effectivement, hein, voilà, je parle effectivement, moi, de définition plutôt réglementaire, mais derrière tout ça, il y a un environnement technique et aussi d'usage à travers ces différents. On voit que l'IA, il peut y avoir Mm. beaucoup de cas particuliers. Le plus connu, évidemment, c'est l'IA générative, mais ce n'est évidemment pas que ça. Mm. Ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que les systèmes d'intelligence artificielle, ce ne sont pas des suites mathématiques algorithmiques, toutes simples. Un logiciel, c'est pas un système d'IA. Un antivirus, par exemple, eh ben, qui va peut-être scanner le code qui passe dans votre ordinateur, va utiliser des patterns pour pouvoir essayer de déterminer si tel bout de code correspond à quelque chose qui est malveillant. Ce ne sont pas des systèmes d'IA. Un système d'IA, c'est vraiment quelque chose qui va avoir une inférence, une déduction. Vous avez ici, je vous mets, sans trop détailler, mais un bon schéma que j'ai trouvé intéressant qui provient de l'OCDE, hein. L'OCDE, c'est eux qui ont finalement été un peu dans les premiers à rassembler l'ensemble des opinions pour essayer de proposer une définition commune au niveau mondial des systèmes d'IA, qui est reprise par notamment le règlement sur l'IA, et donc qui détermine ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toujours dans un système d'IA, vous avez une notion de données, vous avez une notion de modèle, et vous avez une notion de sortie. Voilà. Et puis vous avez une influence de la sortie sur l'environnement de données de départ. Et donc, le cas d'usage, hein, vous avez ChatGPT, vous donnez ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire un texte, et puis vous le transmettez à un modèle qui va tourner avec les données que vous lui avez données, justement, et pour vous sortir un contenu. C'est très basique, mais vous voyez, le résultat est très concret. On a de l'entrée, on a un modèle qui fait tourner, et ensuite on a une sortie. Et ça, c'est systématique. Dans tous les systèmes d'IA, vous allez avoir ce système, ce mécanisme-là. Et puis, vous avez un cycle de vie, hein, donc, qui vous est précisé ici, globalement sur comment est-ce que ça fonctionne. Il y a toujours un entraînement, vous savez, des systèmes d'IA à travers notamment les modèles. Donc, on doit entraîner, on doit leur faire ingérer des informations plus ou moins précises en fonction de l'objectif du modèle pour que derrière, les sorties qu'ils vont produire correspondent à ce que l'on veut faire accomplir à ce modèle. Alors, les systèmes d'IA, je l'ai expliqué, ce n'est pas effectivement un système de traitement de données basique, hein, c'est quelque chose qui va avoir de la déduction, pardon. C'est aussi quelque chose de très important parce que on va avoir des risques. On imagine bien sur tous ces systèmes. Aujourd'hui, il y a de l'inconnu à travers ces grands modèles. On en parle beaucoup, l'opacité de ces modèles, la boîte noire, comment essayer d'expliquer les décisions qui sont sorties par ces modèles, comment éviter que ces modèles ne reproduisent des biais donc à travers leurs algorithmes, hein, les biais humains qui sont donc dans les données d'entraînement, comment on peut avoir un contrôle, comment on peut assurer la protection des données à caractère personnel sur l'usage de ces systèmes d'IA, ce qui est vraiment pas quelque chose d'anodin, au contraire, et qui peut poser beaucoup de questions à la fois organisationnelles, mais aussi très techniques. Et puis, évidemment, il y a le sujet de réglementation essentiel, d'où la nécessité aujourd'hui de porter de la réglementation sur ces systèmes, et c'est ce qui a été fait avec le règlement sur l'IA que je vais vous évoquer dès maintenant. Première chose, le règlement sur l'IA, vous savez, c'est un premier cadre international qui existe dans le monde. C'est surtout une réglementation qui vise, donc on l'a vu, les systèmes d'IA, mais c'est une réglementation produit, contrairement peut-être à ce qu'on peut voir dans le RGPD, qui est une réglementation très générale sur la protection des données, sur les données à caractère personnel. Le règlement IA, ça va encadrer des produits qui sont des systèmes d'IA. C'est une réglementation un peu de marché, hein. Il y a à la fois quelque chose sur l'usage de ces systèmes, mais il y a surtout une mise sur le marché européen, donc en place de ces systèmes d'IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des systèmes de conformité, il y a des systèmes économiques derrière. Il y a une vocation avec le règlement IA, à ne pas oublier, comme tu l'as rappelé, Elodie, c'est de promouvoir l'intelligence artificielle, de Tout pouvoir à la fait. déployer, la Mm. développer, donc dans un cadre respectueux des droits Mm. fondamentaux qui est celui de l'européen. Mm. Tout à fait. Il y a une approche par les risques, on va le voir juste après, mais évidemment, dans le champ d'application de ce règlement, on est dans un règlement européen, donc qui s'applique à tous les ensembles des États membres de l'Union européenne, mais également, un peu comme dans la logique du RGPD, Le RGPD. à des systèmes d'IA qui donc peuvent être développés par d'autres acteurs en dehors de l'Union européenne, mais qui vont Mm. toucher un public européen.
Alors, il y a des exceptions, ça ne s'applique pas à des systèmes d'IA du renseignement, La des fins défense, militaires, de la voilà. défense. Ça ne s'applique pas non plus à des usages qui sont strictement personnels ou non professionnels. Finalement, on est un peu dans le parallèle ici qu'on peut avoir avec le RGPD. Et puis, il y a aussi une notion de systèmes d'IA qui vont être distribués de manière libre, gratuite, ouverte, qui ne sont pas forcément commercialisés, qui vont aussi échapper aux différentes réglementations du système d'IA, alors sous réserve que ces systèmes d'IA ne tombent pas dans le cadre de pratiques interdites, par le règlement, on va le voir juste après. Après, c'est vrai que c'est à rajouter, effectivement, Jérôme, c'est intéressant de préciser à nos participants qu'il y a une notion, il y a effectivement, avec le parallèle avec le RGPD, il y a cette notion d'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'effectivement, principalement, l'IA Act va réguler les usages et la commercialisation de l'IA au sein de l'Union européenne, mais effectivement, un fournisseur de système ou effectivement une société qui va commercialiser un système basé sur l'IA ou un produit, un service basé sur l'IA, et même s'il se trouve en dehors de l'Union européenne, à partir du moment où il va adresser ses services ou ses produits aux Européens, un peu comme exactement dans la même logique que le RGPD, cet acteur économique devra effectivement, fournisseur ou distributeur, se conformer à l'IA Act dans les produits et services qu'il va Mm. proposer. Enfin, en tout cas, être en capacité d'apporter un certain nombre d'éléments de documentation et d'éléments contractuels aux utilisateurs européens. Mm. Alors, le règlement sur l'IA, c'est une approche par les risques, on le sait tous. Il y a des risques qui sont déjà prédéterminés par le règlement, ce qui est très pratique, pour pouvoir automatiquement classer nos systèmes d'IA dans ces différents risques. Il y a des risques inacceptables, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser ces systèmes d'IA. Puis ensuite, il y a Mm. des risques plus élevés, ce qu'on appelle de hauts risques, où on va avoir le plus grand nombre des obligations du règlement. Et puis Mm. ensuite, on a deux types de... On a le risque finalement plus limité, et Mm. puis, on a finalement les autres systèmes qui n'entrent pas dans ces risques-là et donc qui n'ont pas finalement, qui ont assez peu d'obligations. Je vous mettrai rapidement, et je passerai rapidement là-dessus, mais vous avez des systèmes d'IA interdits, notamment qui vont être ceux dans le bon sens, va nous dire, mais en fait, on ne peut pas le faire parce qu'il y a une atteinte trop importante aux droits fondamentaux des personnes. Hein, on voit bien la police prédictive, le moissonnage non ciblé. Alors, le moissonnage, pour ceux qui parlent, pour le bon français, c'est le scrapping, hein, Mm. des données, des images. Hein, on pense notamment à certaines sociétés américaines qui faisaient ça en Europe et qui ont été largement interdites depuis et sanctionnées. Vous avez l'exploitation des vulnérabilités des Mm. personnes, hein, Mm. évidemment, la manipulation. Voilà, voyant que tous ces sujets, ce sont des sujets qui sont par définition interdits en Europe, Mm. donc sur le marché européen. Vous avez ensuite une catégorie de systèmes d'IA au risque, avec un certain nombre ici de types de cas d'usage qui vont être autorisés, mais soumis à un contrôle strict, au même titre que on va l'avoir pour les traitements de données à caractère personnel donc des traitements avec des risques élevés. On va devoir mettre en place un certain nombre de mesures. On va y Mm. venir après. Et puis, ça va concerner voilà, l'enseignement, tous les éléments de la Oui. vie où on va finalement peut-être avoir des risques importants sur donc les droits et libertés, nos droits fondamentaux en tant qu'individus. L'emploi, etc., Oui, les services publics, le contrôle des migrations, Mm. etc. Mm. L'objectif du règlement, c'est aussi d'expliquer que l'IA existe et d'être transparent, de ne pas oublier qu'on doit aussi être en capacité de comprendre qu'on parle à des systèmes d'IA. Donc, il y a aussi une obligation de transparence pour les systèmes d'IA interactifs. Et puis, quand du contenu est généré à partir de l'IA pour ne pas être trompé, on voit bien qu'il y a un objectif quand même de protection des consommateurs. Voilà. Et puis, tout le reste, eh bien, ne sont pas dans ces risques-là. En gros, 80% généralement peut-être pas Mm. 80%, mais vont être dans ces deux types de risques-là, hein, Mm. dans nos systèmes d'IA, finalement. Mm. Ça ne veut pas Oui. dire qu'il ne faut pas le connaître, le savoir. Oui. Et puis en pratique, ouais, l'idée, avant de démarrer, je dirais, une démarche lourde de mise en conformité,
il faut effectivement, on le verra tout à l'heure, se poser la première question, qualifier et analyser son niveau, préqualifier et préanalyser le niveau de risque de l'usage qu'on peut avoir d'un IA ou de l'usage qu'on est en train du produit ou du service qu'on est en train de créer avec l'IA, pour essayer effectivement de fonctionner par entonnoir et d'éviter d'être dans le, dans le haut risque, parce qu'on verra que c'est là-dessus que pèse effectivement, comme tu le disais Jérôme, le plus d'obligations et de formalités de conformité vis-à-vis de l'IA Act. Mais globalement, nous, ce qu'on peut voir de l'accompagnement qu'on a déjà auprès de clients sur les usages d'IA, on est plutôt sur des risques modérés, limités, modérés ou quasiment minimes ou inexistants, avec donc des obligations qui sont pour l'instant assez minimes en termes de conformité. Mais bon, on n'est pas à l'abri, effectivement, en fait, puisque le principe d'un IA, c'est du coup, d'être entraîné et d'évoluer et de grandir en fur et à mesure que finalement on est entraîné et alimenté avec le jeu de modèles de données. On peut, effectivement, le risque aussi, c'est de commencer avec une IA à usage à risque limité et finalement se retrouver avec un IA qui évolue et qui, en fonction de son évolution, si on n'a pas mis en place justement des systèmes d'auditabilité réguliers, avec une évolution qui du coup va au fur et à mesure peut-être augmenter en termes de niveau de risque et se retrouver du coup à basculer dans une catégorie qui sera la catégorie que tu viens de préciser, à haut risque, avec beaucoup plus d'obligations, notamment un marquage CE, des déclarations de la solution avant mise sur le marché ou avant utilisation. Enfin voilà, il y a des choses beaucoup plus lourdes à ce niveau-là. Alors, vous avez aussi un certain nombre d'acteurs, comme on a le responsable de traitement, le sous-traitant dans le RGPD. On va avoir aussi au niveau du règlement IA des notions très importantes qui vont être notamment, alors deux particulièrement, les fournisseurs et les déployeurs. Globalement, vous avez ceux qui construisent, ceux qui conçoivent les systèmes d'IA, puis vous avez ceux qui les utilisent. Les fournisseurs conçoivent, les déployeurs utilisent et implémentent ces systèmes. Donc, dans une logique marché, vous avez tout simplement un vendeur qui va vous proposer un produit, c'est le fournisseur, et puis vous avez un déployeur qui va acheter le produit tout fait et puis le déployer dans son environnement à destination des utilisateurs finaux. On peut être à la fois fournisseur, déployeur, on peut être à la fois uniquement fournisseur, on peut être que déployeur. Voilà. Puis vous avez les autres cas qui sont plutôt des cas, là pour le coup, fabricants, représentants autorisés, importateurs, distributeurs, plutôt dans une logique marché. Peut-être qu'on peut rappeler juste, Jérôme, Ouais. dans la notion de fournisseur, parce que tu as parlé de responsable de traitement. Donc, un élément, je pense que pour ceux d'entre vous qui vont être DPO, qui peut être intéressant dans une démarche de mise en conformité de son système d'IA. Donc, quand on va parler d'analyse de risque, on va effectivement se rapprocher de la méthodologie d'une AIPD, hein, donc une analyse de risque qu'on connaît en termes de méthode d'un point de vue RGPD. Hein, donc, on étudie la gravité, l'intensité et la probabilité qu'un risque arrive avec cet usage et quel impact il va avoir sur les personnes que nous sommes, les humains, en matière de droits et libertés. C'est ça l'analyse de risque. Alors, on la connaît dans le RGPD parce que cette analyse, elle est liée au fait qu'on utilise des données à caractère personnel sur nous et la personne qui est finalement, je dirais, responsable de cette analyse, c'est le responsable de traitement d'un point de vue RGPD. Par contre, dans le cadre de l'analyse de conformité à l'IA Act, justement l'opérateur, la catégorie d'opérateur qui est responsable de cette étude de conformité ou de cette analyse de conformité et de risque de l'usage de l'IA, c'est bien le fournisseur. Donc ça, c'est important aussi dans les rôles de bien identifier que le fournisseur est celui qui va être responsable de cette fameuse analyse de risque avant mise sur le marché ou avant implémentation du projet au sein d'une structure. Hein. Oui, imaginez que vous achetez un produit, je ne sais pas, dans un magasin grand public, et puis vous avez toujours une notice d'information qui vient avec le produit. Voilà. Et Exactement. c'est la même chose avec les systèmes d'IA. Le fournisseur doit fournir toute la notice d'information, avoir Exactement. étudié les risques avant, etc., pour que le personne qui va l'acheter se dise, ok, très bien. Et puis j'ai des instructions. Je dois suivre, qu'est-ce qu'il m'a donné comme instruction pour bien l'utiliser? Voilà. Et si je l'utilise dans le cadre des instructions qu'il m'a données, ça va. Je suis bien couvert par les risques qui ont été identifiés par le fournisseur. Et c'est vraiment une logique très simple, mais qui nécessite évidemment d'être réalisée en amont et qui va reposer beaucoup sur le fournisseur. Alors peut-être quelques éléments avant qu'on passe en pratique sur un peu une timeline, un peu dans le calendrier. Ça a commencé déjà le règlement sur l'IA, mais c'est pas terminé. En tout cas, dans son entrée en application, ça va s'étaler dans le temps, je dirais. Vous avez déjà quelque chose qui
est entré en vigueur il y a presque un peu moins d'un an. Les premières obligations donc, sont entrées en application déjà dès février, puis en mai. Hein. Vous avez notamment donc des obligations sur l'interdiction de systèmes d'IA donc en Europe. Et puis vous avez une autre obligation importante qui est la sensibilisation, la formation interne aussi qui est entrée en application fin février dernier. Et puis vous avez un certain nombre de choses qui vont arriver au fur et à mesure du temps pour se préparer. D'où l'importance aussi d'anticiper évidemment donc ces étapes clés au niveau du respect de la conformité. Pourquoi ça? Parce que le règlement, hein, comme tout règlement, et il y a une partie enforcement, hein, donc on va pouvoir sanctionner l'absence de conformité à ce règlement avec des sanctions importantes, puisqu'on va être sur des plafonds qui sont aussi très élevés pour notamment un certain nombre d'obligations, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez que ça monte à 7% de chiffre d'affaires, 35 millions d'euros, donc qu'il y a un certain nombre de cas, notamment pour des entreprises innovantes où on va avoir peut-être un peu plus de souplesse. Mais sachez qu'en tout cas, eh bien, le règlement donc, s'appliquera bien dès que donc il y a une attente forte aussi du régulateur sur la mise en place de cette documentation et de ces produits sur le marché, puisque une réglementation produit dit aussi qu'on peut finalement interdire la mise en place d'un produit sur le marché. Donc on peut aussi interdire un système d'IA, sachant que l'IA aujourd'hui est dans énormément de business, dans l'impact économique qu'on a vu pour beaucoup de gens, ce serait effectivement fâcheux de se voir interdire l'utilisation de son système ou la fourniture de son système parce qu'on ne respecte pas les règles de ce règlement. Ça pourrait coûter très cher. Voilà pour la partie très théorique. Je laisse maintenant peut-être Élodie nous évoquer le sujet justement de la pratique. Typiquement, c'est très bien, mais maintenant, j'ai une volonté, moi, dans mon organisation, eh bien, de mettre en place donc, des systèmes d'IA pour apporter plein de bénéfices à mon organisation, hein, de la valeur. Comment je fais? Par quoi je commence? Qui le fait? Et qu'est-ce que je dois organiser en amont? Et puis, quelles sont finalement mes obligations là-dessus? Justement, Élodie, bah, tu avais aussi déjà de l'expérience, parce que vous accompagnez aussi des clients qui mettent en place un certain nombre de produits IA sur le marché. Donc, ça peut être intéressant que tu nous en parles. Merci beaucoup, Jérôme. Ouais. Alors effectivement, nous avons déjà depuis plusieurs mois des demandes et de l'activité autour de cette compliance, d'accompagner des structures qui veulent introduire dans leur pratique professionnelle, dans leur projet de l'IA. Que ça soit pour de l'automatisation de tâches, de process, etc. Mais on a aussi des projets qui vont beaucoup plus loin. On a des clients, notamment dans la santé, qui intègrent maintenant de l'IA prédictive, notamment dans la recherche en santé, pour être accompagnés par ces IA dans l'amélioration en fait des recherches liées à des maladies. Donc évidemment, là, on parle de données de santé, donc on est sur des IA quand même à haut risque, hein, quand même, notamment quand le jeu de données n'est pas anonyme, hein, puisque donc il faut bien le rappeler, quand on va parler de déployer un projet d'IA, il va y avoir aussi deux hypothèses. On est soit à utiliser l'IA pour l'exploitation de données et d'informations, soit anonymisées, soit qui ne contiennent pas de données à caractère personnel, quand on est sur des tâches un peu administratives ou logistiques ou des choses comme ça, auquel cas on va effectivement d'abord, avant d'implémenter cette IA dans son organisation, on va le voir mettre en place quelques étapes, mais il n'y aura pas d'impact, on va dire, vraiment important sur des biais éventuellement, puisque les données vont rester relativement anonymes ou en tout cas non personnelles. Et puis après, on a effectivement des IA qui, notamment dans le domaine de la santé ou dans le domaine RH, c'est l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, notamment en matière d'usage.
on a des projets d'IA qu'on accompagne, où là, le but est vraiment d'accompagner la pratique professionnelle, comme je le disais, soit par exemple dans la santé, soit par exemple dans le recrutement. On accompagne effectivement ces projets, notamment sur l'intégration en fait d'un système d'IA couplé à un logiciel de gestion en fait des recrutements dans le domaine social et médico-social, où on est par exemple sur des métiers en tension, où on a du mal à trouver par exemple des aides-soignants, des infirmiers, hein, c'est des corps de métier qui sont très demandés. Et donc on a un client qui a souhaité effectivement coupler au logiciel métier qu'il utilise pour placer en fait des compétences dans son organisation, utiliser de l'IA pour pouvoir en fait identifier dans les profils qu'il a déjà dans son organisation d'éventuels profils candidats finalement qui pourraient être accessibles sur la mobilité interne plutôt que de passer par des process assez longs de recrutement externe et qui en plus il a du mal à trouver puisque ce sont des compétences rares et il ne trouve pas toujours les ressources aides-soignants, infirmiers disponibles à actionner dans son organisation. Hein. Donc, voilà. Donc ça c'est l'exemple aussi que je vais prendre. Donc on a deux typologies nous d'accompagnement chez My Data Solutions en ce moment. C'est soit effectivement des organisations qui veulent intégrer de l'IA à leur process et à leur métier, soit également des startups des développeurs, des fournisseurs, des futurs fournisseurs de solutions d'IA pour des usages liés, par exemple, au marketing, à la communication, à la commercialisation. Et là, ils sont en développement d'un algorithme spécifique en effectivement se pluguant sur des acteurs qu'on connaît, hein, des solutions, des systèmes d'IA qu'on connaît, hein, donc GPT-4 ou des choses comme ça, hein, donc OpenAI, ChatGPT, mais en développant leurs propres algorithmes à partir effectivement de ces systèmes d'IA pour pouvoir apporter un produit, un service, pour le commercialiser. Hein. Donc, les étapes, on va dire, d'accompagnement, je vais partager, si tu veux bien, Jérôme, mon Ah support. oui, vas-y. Hop là, je vais le mettre déjà en mode diaporama. Hop, voilà. Les systèmes, enfin là, qu'on soit finalement, j'allais dire, en train effectivement d'implémenter au sein de son organisation un système d'IA ou qu'on soit en train de le développer pour le commercialiser, on va avoir quand même des étapes effectivement incontournables. Alors, je vais mettre en mode diaporama. Voilà, hop. Je pense que tout le monde va voir maintenant. Alors, déjà, comment on fait en pratique? C'était le but aussi de ce webinaire, de passer de la théorie qu'on vient de voir ensemble, de l'IA Act à la pratique. Donc, dans un premier temps, il y a une étape incontournable, c'est de cadrer le projet et dans un premier temps, de rencontrer les parties prenantes de ce projet, comprendre son périmètre, pourquoi on veut implémenter de l'IA, qu'est-ce qu'on veut en faire, qui vont être les utilisateurs, quelle solution on va prendre, hein, si c'est une solution du marché, effectivement, si on ne développe pas son propre IA ou son propre agent IA, comment, effectivement, qu'est-ce qu'on va choisir. Donc, on a d'abord une phase d'analyse préalable qui va permettre, effectivement, d'avoir toutes les parties prenantes autour de la table et bien de comprendre les enjeux en termes d'usage. Et surtout, qui va être concerné en tant qu'utilisateur, mais aussi comme jeu de données. Hein, puisqu'il ne faut pas oublier également que au cœur de l'IA, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, Jérôme, il y a le modèle, mais il y a le jeu de données au préalable. C'est quelle information on rentre dans l'IA qui va ensuite être entraînée, utilisée pour produire un résultat. Et donc, le jeu de données en amont est très important. Et c'est là aussi qu'on est à la frontière entre le RGPD d'un côté et l'IA Act, ou qu'on doive le coupler par moment, puisqu'effectivement, si le jeu de données utilisé, comme dans l'exemple que je vous prends là, de mon client qui veut en fait intégrer de l'IA, un algorithme d'IA couplé à son logiciel de gestion finalement des ressources en matière de ressources humaines, donc de profils. Là, on est bien en train d'exploiter notamment des CV, des parcours professionnels, des profils, donc des personnes. Donc les données qu'on va utiliser et exploiter avec l'IA pour permettre de répondre à des besoins de mobilité interne, ce sont bien des données à caractère personnel et avec un risque identifié déjà directement, un risque de quelque part de discrimination à la mobilité ou à l'accès à des postes en fonction d'une analyse qui va être faite donc par cette IA. Donc Oui, du coup, peut-être juste pour compléter, hein, c'est vrai que
le RGPD est essentiel, mais peut-être pas assez soulevé, Mm, mais il y a des interactions très très fortes entre les deux, entre le règlement IA d'ailleurs et le RGPD, beaucoup mm, cité dans le règlement IA, et y compris sur les différentes obligations d'analyse de risque. Voilà, on voit bien aussi que les autorités de contrôle, d'ailleurs, finalement, il y a une espèce de parfois de fusion entre les autorités qui vont concerner à la fois le RGPD ou le règlement IA. Parfois c'est séparé, parfois c'est pas le cas, parfois on va dire, dans différents, c'est mm. sectorisé. Mais effectivement, c'est essentiel il y a toujours un usage de la donnée. Et puis, on voit bien que Ouais, la tout à fait. valeur aujourd'hui, c'est quand même la donnée La personnelle, donnée. Mm, essentiellement. mm. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, ce qui est important de dire, c'est que, et c'est aussi pour ça que My Data Solutions, en tant que partenaire, a été invité par Dastra sur ce webinaire. Nous avons conçu une offre d'accompagnement, parce que nous sommes un cabinet de conseil. Hein. Donc, nous aidons nos clients à implémenter l'IA ou à mettre sur leur marché leur solution d'IA. Hein. Voilà les deux cas de figure. Mais on a conçu une offre, en fait, d'accompagnement, quel que soit le cas de figure, appuyé sur l'outil d'Astra. Donc, c'est pour ça que je voulais préciser aussi dans mon slide, parce que c'est très important. On va être aussi le parallèle avec le RGPD quand on va travailler à la conformité de son projet d'IA. On doit finalement construire une base documentaire et en fait, on doit centraliser tous ces éléments de conformité, comme on le faisait avec le RGPD où on avait le registre de traitement et on documentait ensuite les niveaux de conformité, les actions de conformité, les plans d'action, tous les documents qu'on produisait pour se mettre en conformité, on les centralisait effectivement avec son registre de traitement. Eh bien là, on a exactement aussi le parallèle avec l'IA. On va avoir, notamment dans le module d'Astra, c'est ça qui est très intéressant, on a un registre IA, donc qui va nous permettre de cartographier ces systèmes d'IA qu'on veut implémenter dans son organisation, et on va y associer toute la documentation qui va permettre de prouver qu'on a évalué le projet, qu'on a évalué, donc cartographié son risque, hein, c'est l'étape préalable aussi, c'est que par rapport à ce projet dont je viens de vous parler, d'intégrer une intelligence artificielle couplée à un logiciel de gestion des ressources humaines dans un établissement de santé, eh bien, on doit savoir, effectivement, on doit au préalable identifier les risques juridiques, réputationnels, éthiques et leurs conséquences. Et ce qui est intéressant aussi dans l'outil d'Astra, donc je vais vous montrer aussi, je vais vous partager ce qu'on a pu faire. On a dans le logiciel d'Astra créé donc donc là je vous montre donc le fameux registre de système d'IA, mais Jérôme, je te laisserai prendre la main Ah ouais. quand il y a besoin de compléments d'information. Là voilà, vous voyez, j'ai mon registre, j'ai commencé à cartographier mon système d'IA dans mon organisation. Je vais implémenter prochainement un IA lié à la mobilité RH dans mon organisation. Eh bien écoute, j'ai déjà identifié ce premier finalement usage de l'IA dans mon organisation, je l'implémente dans mon registre et je vais effectivement documenter un certain nombre d'informations liées à qui est responsable, quel modèle d'IA j'utilise. Par exemple, là, dans mon cas de figure, ça va être GPT-4, qui sont les parties prenantes, etc., etc. Vous voyez, comme un registre de traitement, pour ceux à qui ça parle, qui sont DPO, je vais alimenter mon registre d'IA pour venir documenter quel type d'IA j'utilise, à quelle fin, c'est quoi le projet, quel type de données vont être utilisées, est-ce que cette IA va être couplée à un ou plusieurs logiciels dans mon organisation et quel va être le niveau de risque que je vais avoir, que je vais prédéfinir, où là, je considère que j'ai un risque limité et la valeur que j'en ai dans mon organisation qui peut être faible ou élevée. Et c'est ce niveau de risque, finalement bénéfice-risque, qui va nous permettre aussi de savoir ce que l'on doit mettre en place après en matière de documentation de conformité pour apporter la preuve de cette conformité aux utilisateurs ou aux acheteurs quand on est sur de la commercialisation. Ouais, Et donc, c'est vrai. voilà. Pardon, ouais, Oui, vas-y, Jérôme. juste sur cette partie cartographie, c'est vrai que c'est très Mm, important. Je voyais une question aussi là qui passait sur le chat pour la cartographie des IA. En fait, ce qu'il faut bien essayer d'avoir en tête, c'est que il y a un sujet majeur qu'on connaît bien dans la cybersécurité, c'est le shadow IT. Vous savez, c'est l'idée de ne mm, pas maîtriser l'ensemble des outils qui sont utilisés par le personnel d'une entreprise, par exemple. Mais pour l'IA, il y a une obligation quand même pour l'organisation de s'assurer de maîtriser mm, l'usage de l'intelligence artificielle par ses équipes, par son personnel. Donc il y a une première chose dans la cartographie qui est déjà de savoir quels sont les systèmes d'IA utilisés en interne, donc par les différentes équipes, et puis comment ceux-ci sont encadrés. Donc mm, derrière, évidemment, la documentation. Mais vous voyez, cette première question qui est finalement, bah,
où est-ce qu'on utilise de l'IA? Est-ce qu'on a été C'est demandé ça. aux équipes? Alors ensuite, est-ce qu'on a mis en place des règles autour, interne dans l'entreprise pour encadrer ça? L'IA, bien évidemment, ça c'est très important. Mais la question même de savoir, effectivement, à travers donc ce registre. Mm. Ce registre, c'est tout simplement un outil de pilotage, hein. On l'a C'est ça, souhaité c'est un aussi outil très de pilotage. similaire dans Oui, son tout à approche fait. au registre des traitements, qui reste aussi un outil de pilotage et qui est Mm. essentiel. On va accrocher Ouais, un certain nombre de documentations et de précisions c'est pour ça. voilà, à travers aussi des étapes, donc des workflows, hein, tout simplement Ouais. un process, hein, qu'on va déterminer. Ouais. Alors d'ailleurs, avant d'avoir rempli le registre, pour pouvoir documenter effectivement que je vais utiliser ce système d'IA dans mon organisation au niveau RH, j'ai effectivement conçu un questionnaire. Quand on disait, donc la première étape, effectivement, comme je vous le disais, c'est comprendre le périmètre, identifier les parties prenantes et voir avec elles, effectivement, quels vont être les usages de cette IA. Et donc, nous, la manière dont on procède, en préalable, on a bien sûr des entretiens avec les parties prenantes de nos clients sur place, mais on complète aussi ces entretiens par l'envoi donc d'un questionnaire que l'on a créé à partir de la bibliothèque de questionnaires qui est conçue dans Dastra. Donc, par exemple, ici, la collecte de systèmes d'IA. On s'est basé sur ce questionnaire-là, voilà, pour effectivement envoyer une enquête, l'enquête de l'usage de l'IA RH mobilité. Bon, j'ai fait le travail de complétude et dans ce questionnaire, on a un certain nombre de questions qui nous permettent effectivement de pouvoir décrire le système d'IA, quelles responsabilités on a. Donc ce questionnaire nous permet ensuite, finalement, quand on y répond, d'alimenter le registre d'IA qu'on vient de montrer là à l'instant. Et donc l'avantage, c'est qu'on couple notre pratique professionnelle de consultant avec des outils automatisés dans Dastra qui centralisent notre démarche d'accompagnement de nos clients sur l'IA. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très positif pour nous en termes d'usage, hein, voilà. Alors donc la première étape, c'est on cartographie le risque. Est-ce qu'on est dans une IA justement à risque très faible ou à risque au contraire très, très important? Parce que ça va conditionner l'étape 2, qui est l'analyse de conformité approfondie. C'est-à-dire que là, si on est déjà sur une étape préalable dans une matrice enjeu-risque, on se dit, bah, bon, l'IA que je vais utiliser, le risque, il est très limité, très modéré, et ça n'a pas un impact sur mon organisation, ça ne va pas collecter, enfin un impact énorme, ça ne va pas collecter beaucoup de données, notamment des données à caractère personnel, donc l'impact sur les droits et les libertés des personnes en termes de gravité, s'il y arrive un problème, ne va pas être important. Donc là, on va être sur une IA limitée ou modérée. Et dans ce cas de figure-là, on va dire que la seule obligation vraiment en matière de conformité, c'est la transparence, hein. Donc, je vous ai mis d'ailleurs, pour ceux qui le souhaiteraient, je pourrais envoyer la présentation. Mais quand on est sur un risque faible, nous préconisons d'adopter une charte éthique qui va venir finalement préciser les usages de cette IA, mais on n'a pas forcément besoin de rentrer dans une démarche lourde de conformité, hein, voilà. Idem, si on est dans un risque modéré, ce qui est le cas par exemple pour l'IA j'ai pris en exemple l'IA RH mobilité, le risque n'est pas faible, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même, on manipule de la donnée à caractère personnel, on parle de personnes physiques, donc les personnes sur qui on collecte des données pour utiliser l'IA vont être des collaborateurs, des agents administratifs, etc. Donc il y a quand même un risque modéré d'éventuellement aussi de mal utiliser ces données ou de mal exploiter le système d'IA avec des risques de discrimination à l'emploi, à l'accès au poste, etc. Donc là, par contre, dans un cas de risque modéré, nos recommandations et le travail qu'on fait avec nos clients, c'est de créer avec eux, au-delà de la charte éthique qu'on va utiliser, des notices et des politiques de transparence. Donc là, il faut apporter de la transparence. Donc un peu comme avec les mentions d'information RGPD qui permettaient d'apporter de la transparence sur la manière dont on collecte et utilise les données sur les personnes, et bien là, on va apporter aux utilisateurs et à ceux qui font l'objet finalement dont les données vont être utilisées dans l'IA, on va également là aussi mettre des mentions de transparence ou des informations de transparence. Je pense que vous avez pu les uns et les autres le voir quand vous utilisez ou quand vous vous connectez sur des réseaux sociaux, sur Instagram ou autre. Quand vous êtes en train de visionner une vidéo ou une image, vous devez avoir normalement une petite mention distincte qui vous précise bien que cette image a été ou cette vidéo a été générée par une IA, etc. Ben ça, c'est le principe de transparence que vous devez mettre également en place dans vos organisations
ou si vous allez commercialiser cette solution au travers notamment de politiques de conformité d'IA. Comme on avait les politiques de conformité RGPD, on crée une politique de conformité d'IA dans laquelle on apporte toute l'information autour de ce système, à quoi il va servir, quel type de données il collecte et comment on va l'exploiter, l'utiliser et comment on peut éventuellement s'opposer à l'utilisation de ces données. Alors là, c'est le petit sujet touchy. La CNIL est encore à travailler beaucoup sur ces notions-là. Comment on va faire dans l'avenir pour s'opposer à l'usage de cette IA, pour pouvoir éventuellement limiter l'usage des données qui est fait sur nous via ces IA. On est sur des enjeux de société et d'organisation encore assez flous à ce niveau-là. On n'a pas encore tous les retours. Hein. Je parle surtout pour ceux qui sont DPO qui nous écoutent. On est en veille là-dessus chez My Data Solutions, puisqu'en fait, tous ces sujets-là, effectivement, sont importants, mais n'ont pas encore vraiment de cadre encore très précis en matière d'usage, parce que, comme l'a dit Jérôme, on va dire que l'IA Act rentre en application, mais avec une phase effectivement progressive, et on va dire qu'on n'a pas encore de recul. On en est au même niveau que le RGPD au démarrage il y a quelques années. On n'a pas encore le recul nécessaire d'un point de vue juridique pour pouvoir encore prévoir tous les documents de conformité et tous les cas d'usage, en fait. Hein. Voilà. Alors, peut-être juste pour préciser là-dessus, il y a quand même un certain nombre de fiches pratiques, hein, de Oui, guides bien sûr. qui sont édités, alors qui sont aussi toujours dans des consultations. D'ailleurs, pas plus tard que jeudi, que là, au mois d'avril, la CNIL a validé un certain nombre de Oui, fiches pratiques encore oui. sur l'IA, donc qui sont très intéressantes. J'ai des liens, je vous pourrais les envoyer sur tout Bah, ça, sur super. comment notamment les interactions avec le RGPD. On a un traitement de données derrière, comment on utilise les données, quelle est la base légale, comment s'assurer les droits. Et en fait, tout ça est assez technique parfois, donc c'est vraiment Oui. important. Et puis, il faut aussi savoir qu'il y a aussi des guidance, hein, des guidelines, des lignes directrices qui sont aussi produites par la Commission européenne, et notamment le AI Office. Hein. Donc, il y a un bureau de l'IA qui est fait par le règlement sur l'IA et qui produit un certain nombre de documents. Et aujourd'hui, il y a déjà eu 2 documents qui sont proposés sur les systèmes d'IA interdits notamment, et puis un autre et évidemment j'ai plus en tête, sur un autre élément. Il y a quelque chose de très attendu aussi, c'est la question de savoir des définitions, sur la définition d'un système d'IA. Voilà, ça c'était l'autre élément. Et il y a des Oui, questions de savoir sur les fournisseurs et les déployeurs. Et justement, ça c'est aussi oui, attendu, parce qu'il y avait une question qui était posée. Dans quel cas on est fournisseur, dans quel cas on est déployeur oui. dans notre système d'IA, parce que les obligations ne sont pas les mêmes. Et donc d'avoir justement, toujours dans les détails, mais ma situation à moi, est-ce que finalement je suis déployeur, je suis fournisseur, parce qu'on peut être fournisseur si jamais par exemple on prend un modèle préexistant, puis on change la marque, et puis tout d'un coup, on devient fournisseur. Mm, Donc, voilà, dans quelle situation on se trouve là-dessus. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est tout à aussi des fait. sujets qui sont en cours, hein, donc on attend aussi des réponses. Ouais, tout à fait. Alors du coup, la deuxième étape, donc quand on a d'abord, je dirais, classé finalement son projet d'IA dans un niveau de risque et on sait en fait ce qui va être adapté en matière de conformité. Ensuite, si bien sûr l'IA qu'on va utiliser ou qu'on va commercialiser présente un niveau de risque beaucoup plus important et bascule dans la catégorie très risquée, voire haut risque, on doit passer. Alors, on peut s'arrêter à cette étape-là quand on est sur un usage modéré ou limité. Et là, comme je vous le disais, on fait une charte éthique, on fait une charte d'usage ou de conformité IA, on apporte de la transparence et je dirais les démarches de conformité s'arrêtent là et suffisent. Par contre, si on est dans un usage d'un IA à risque ou à très haut risque, du coup, on bascule sur l'étape 2, qui est de mettre en place une vraie démarche de conformité réglementaire, puisque à l'identique du RGPD, la conformité doit se prouver. Donc, on doit avoir des documents de conformité qui sont effectivement incontournables et voire même obligatoires, puisque une IA à très haut risque doit faire l'objet d'un marquage CE, d'un marquage UE, d'une déclaration européenne avant mise sur le marché notamment ou exploitation. Donc, c'est vraiment, on va dire, même assez contraignant à ce niveau-là. Donc,
Comme pour le RGPD, la conformité de l'IA doit faire l'objet d'une documentation, qu'on l'a vu tout à l'heure, qui peut être centralisée dans le registre. Et donc, nous, notre accompagnement chez My Data Solutions, c'est de mettre en place ensuite donc une démarche finalement de privacy by design ou by default. Donc, c'est-à-dire que en amont du projet, s'il n'est pas encore déployé, ou a posteriori du projet, s'il est déjà déployé, on vient analyser effectivement vraiment l'usage de ce système dans l'organisation du client par un jeu de questions, par une grille de questions, donc un audit hein, en fait de l'usage, ce qui nous permet d'en évaluer les impacts, de pouvoir mettre en face un plan d'action de mise en conformité. Alors, on ne l'a pas encore pour l'instant, Jérôme, modélisé dans Dastra, mais bientôt, on va le modéliser dans la partie questionnaire. Mais vous voyez, par exemple, je vous montre rapidement, voilà, nous, on a développé en fait un questionnaire qui nous permet, en fonction du niveau de risque, d'avoir effectivement à la fois les questions diagnostiques pour savoir quel est l'usage de cette IA dans l'organisation, d'avoir les actions qui y sont associées, les niveaux de priorité et les livrables qu'on va effectivement préparer et remettre au client. Donc ça, évidemment, pour l'instant, on a la matrice Excel qu'on a créée, qu'on va bientôt transférer dans l'outil d'Astra parce que ça va nous permettre ensuite d'actionner des actions automatiques qu'on va associer à notre système d'IA dans le registre, hein, puisque comme on le faisait pour le RGPD, pour mettre en conformité un traitement, on y associe un plan d'action. Et bien là, on fait exactement la même chose. On va approfondir l'analyse de conformité du système d'IA, on va en déduire un plan d'action, et ce plan d'action, on va le documenter dans le registre IA, dans un des systèmes d'IA qu'on a renseigné dans le registre, pour pouvoir effectivement ensuite travailler à la conformité. Notamment quand on est sur un IA à haut risque, on va bien sûr être obligé de faire une évaluation d'impact. Donc, c'est là que je faisais tout à l'heure l'analogie entre l'analyse de risque, l'AIPD d'un point de vue RGPD, et l'AIA, qui est une étude, une analyse du système d'IA dans sa conformité à l'IA Act. On a des similitudes, effectivement, puisqu'on va essayer d'identifier ce qu'on appelle le risque, et est-ce que ce risque il est significatif et à quel niveau de gravité, finalement, en prenant compte finalement hein, dans une logique à la fois probabilité, intensité, gravité et risque, probabilité d'occurrence, on va effectivement pouvoir ensuite mettre en place les actions correctives du système d'IA, à la fois en matière d'exploitation de la donnée, mais aussi en matière de sécurité et de cybersécurité. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce pendant-là, même si on parle beaucoup de l'IA Act, les enjeux de sécurité et de l'usage de l'IA sont très importants également. C'est d'ailleurs juste sur le sujet de l'analyse d'impact sur donc les droits fondamentaux, à la fois sur le RGPD et le règlement sur l'IA. Finalement, c'est vrai que c'est assez proche, on est toujours sur le droit fondamentaux à la fin. Et il y a des discussions, hein, justement, pour essayer de combiner les deux. Est-ce que le fait de l'avoir dans un seul document pour les répondrait pas aux deux exigences des deux règlements? Ça, c'est aussi quelque chose qui est encore Tout à fait. tranché. Voilà. Alors, on regarde aussi, il y a tout un travail qui est fait, surtout si on peut être en amont du projet, en privacy by design. Notre analyse est aussi de porter sur la qualité des données pour effectivement travailler aussi avec les développeurs pour les aider effectivement à redéfinir les cahiers des charges ou à réorienter les cahiers des charges en matière d'algorithmes, en matière de jeux de données, etc., sur les principes aussi de minimisation, de licéité d'exploitation de la donnée, etc. Hein. Donc, on intervient sur tous les axes techniques, juridique, organisationnel, comme on le faisait aussi avec le RGPD, mais transposé à l'IA Act. Alors, je vais accélérer parce qu'il doit y avoir des questions aussi. Alors, bien évidemment, on préconise aussi, on met en place, on aide nos clients à mettre en place aussi, il faut qu'on identifie un référent. Alors, le référent par rapport à un projet d'IA, il n'est pas forcément unique, hein, ça peut être aussi une équipe, hein, ça peut être le DPO s'il y en a un, ça peut être DPO, RSSI, DSI, responsable projet, responsable, enfin voilà, il peut y avoir une équipe autour de ce projet. On met en place, on essaie de mettre en place et on aide à mettre en place, quand le projet est important dans de grosses structures, une gouvernance avec des comités éthiques, puisqu'on parle aussi, il ne faut pas parler que du juridique et de la sécurité, il y a aussi l'éthique au travers de l'usage qu'on va avoir de ce système dans son organisation.
organisation, comment avoir un usage respectueux des droits et des libertés fondamentales des personnes dans une organisation. Et puis, on va structurer la documentation, comme on l'a montré tout à l'heure, dans le registre. On aide à l'accountability IA, on aide à structurer les entreprises qu'on accompagne dans la constitution de leur base documentaire, à la fois cahier des charges, algorithmes, politique, charte éthique, etc., qu'on consolide pour eux dans le registre du système d'IA de d'Astra. Voilà. Donc, privacy by design, ethic by design, security by design, ce sont les 3 approches que l'on mène conjointement quand on accompagne un client, ou by default si le client a déjà implémenté l'IA. Bon, l'inconvénient, c'est que s'il l'a déjà implémenté et qu'il faut un petit peu revenir en arrière, ça peut générer des coûts. Donc, il vaut mieux être sur une démarche proactive en amont qu'a posteriori. On voit le rapprochement quand même avec le RGPD et la Oui, logique protection des données, hein. On est un peu tout toujours à fait. c'est la même logique, Bah, hein. on est Ouais. sur de la compliance, on est sur des usages différents, mais on est sur la compliance. Et là où ça se recoupe, c'est quand de toute façon l'IA va faire qu'on utilise un jeu de données personnel et qu'on va collecter et exploiter de la donnée à caractère personnel. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Et puis ne pas oublier, dernière étape, ça doit être itératif. Donc il faut mettre en place un système d'auditabilité parce que par esprit, par naissance, un IA, il est bébé au départ quand on l'implémente dans son organisation et il devient adulte et mature au fur et à mesure qu'on l'entraîne, qu'on l'utilise, qu'on l'alimente. Et donc bien évidemment, les usages qu'on en fait au démarrage ne vont pas du tout être les mêmes au fur et à mesure. Et donc l'IA Act aussi exige ce système finalement en continu d'auditabilité et d'explicabilité pour mettre à jour régulièrement son analyse, mettre à jour régulièrement les éléments de conformité, la transparence, pour être en adéquation avec l'usage et en faire aussi régulièrement, faire des simulations utilisateurs pour voir s'il n'y a pas des biais qui vont effectivement entraîner un usage qui sera du coup non éthique du système qu'on a mis en place dans son organisation. Alors bon voilà, comme je vous le disais, donc le déploiement doit s'accompagner également d'un plan de formation adapté, c'est important puisque même si, on entend beaucoup parler de l'IA comme tu disais Jérôme, on est quand même encore sur des usages, encore, nouveaux, notamment dans les environnements professionnels, même si ça se met en place, très rapidement, mais ça doit obligatoirement être accompagné d'acculturation, de formation, ça c'est très important. Alors ça, je vous l'avais mis alors peut-être un petit avant qu'on passe la parole à nos participants, rappeler un petit peu les rôles. Donc, par rapport à la conformité sur l'IA Act, qui peut être associé à cette conformité. Nous, on a souvent autour de nous des chefs de projet d'IA ou alors des start-upers qui vont développer leurs solutions avec les développeurs. On a aussi les DPO qui interviennent en collaboration avec DSI, RSSI, service qualité à mettre en place le projet. Le quoi, évidemment, c'est la description, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc on analyse le projet, on le qualifie, on met en place un plan d'action, on construit son registre et on construit sa base de conformité, accountability, sous les angles techniques, juridiques et organisationnels. Et bien sûr, on met en place éventuellement des audits et des analyses de risque pour obtenir éventuellement des certificats, puisque, comme je vous le disais, sur les systèmes à haut risque, avant mise sur le marché ou avant usage, il faut obligatoirement vérifier que cette IA a eu l'autorisation de mise sur le marché, en fait, globalement. C'est un peu ça. En tout cas, en Europe, hein, voilà. Alors, il y avait une question, alors peut-être, merci Elodie, hein, si tu De as rien. fini. C'est vrai Oui, que je pas de vois souci. l'heure qui passe, on peut Bah prendre oui. quand même encore quelques temps pour répondre aux questions pour les participants qui veulent rester encore. Il y avait une question justement sur le marquage CE, donc en particulier si on doit aujourd'hui, si on achète un système d'IA, est-ce que le fournisseur doit être en mesure de produire le marquage CE dès aujourd'hui, ou est-ce que c'est trop tôt? Alors, c'est vrai que c'est encore un peu tôt, mais du coup, on n'aura pas forcément effectivement la capacité d'avoir vraiment ce marquage CE identifié sur la solution de façon très visible et apparente pour pouvoir d'instinct savoir si on est sur un produit disponible sur le marché. Alors, on peut toujours bien sûr se renseigner et aller sur les sites de l'Union européenne pour voir la liste de ceux qui sont déjà en train de demander une demande d'autorisation avant mise sur le marché.
Par contre, effectivement, l'idée, c'est aussi, en attendant, par rapport au choix d'une solution, c'est de regarder justement cet aspect transparence. Donc, si on l'achète en ligne, ce qui est bien souvent le cas, ou si on va effectivement aller chercher de l'information en ligne sur cette IA, eh bien déjà aller voir sur le site internet du fournisseur qui va proposer la solution d'IA, justement, est-ce qu'on trouve une charte éthique? Est-ce qu'on trouve une politique de conformité IA déjà mise et pluguée sur son site internet? Tout ça, ce sont des faisceaux d'indices qui montrent que l'acteur fournisseur de solutions est en train de se mettre en conformité, même s'il n'a pas enfin peut-être encore respecté tous les usages de l'IA Act en la matière, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure avec Jérôme, bah, en termes d'intégration de l'IA Act, il y a des étapes et on va dire qu'à l'horizon plutôt de 2026, tous les acteurs, notamment de ceux qui vont commercialiser des IA à haut risque avec obligation du marquage CE, auront dû le faire. Donc mais là, on est encore dans une phase un peu intermédiaire. Par contre, aller rechercher finalement les présomptions de conformité, notamment en allant regarder le site internet du fournisseur de solutions. Il y a d'autres questions aussi, en particulier sur les contrats. Alors, peut-être là-dessus, d'ailleurs, il y a déjà il y a des clauses contractuelles type, comme il y a pour le RGPD, hein, qui sont prévues par le RGPD. Il y en a déjà qui sont publiées, notamment pour le secteur public, donc pour l'Union européenne, donc qui sont une bonne source d'inspiration. En tout cas, nous, chez Dastra, on s'en inspire pour le proposer d'ailleurs en tant que modèle de contrat dans notre module de contrat. Alors, il va arriver dans les semaines à venir, mais il n'est pas encore dedans. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important d'encadrer cette relation avec ses fournisseurs, hein, qui donc, peuvent être considérés comme des sous-traitants, hein, pour la Bien plupart sûr, du temps. Il y bien avait des sûr. questions sur notamment, est-ce que c'est acceptable d'interdire contractuellement les évolutions? On a parlé tout à l'heure d'un système d'IA qui peut être peut-être donc un système d'IA qui n'est pas à haut risque et qui potentiellement peut arriver sur un haut risque dans le contrat. Comment est-ce que dans le contrat, justement, faut-il prévoir un peu, encadrer ça sur le niveau de risque de système d'IA, ce qui revient un peu à la question de ce contrat. Évidemment, il faut s'assurer, on est un peu proche aussi de ce qu'on a dans un traitement de données à caractère personnel, mais effectivement de la maîtrise du système d'IA par le fournisseur, donc pour que le déployeur puisse acheter aussi en bonne connaissance de cause de système. Après, on va se retrouver face à ce qu'on a déjà à l'heure actuelle vis-à-vis, nous, de notre pratique professionnelle. Quand on essaye d'encadrer la relation juridique entre nos clients qui sont utilisateurs d'une solution et le fournisseur, type voilà, un gros fournisseur voilà, américain ou autre, enfin, sans les citer, on se retrouve un peu David contre Goliath. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on peut toujours, nous, essayer de mettre en place des éléments juridiques pour se protéger juridiquement, mais en même temps, on sait très bien que par rapport à un chat GPT ou autre, on va être sur une acceptation des conditions générales d'utilisation de la solution sur lequel on n'a pas vraiment d'emprise juridique, c'est très complexe. Donc c'est pour ça que c'est important en amont dans les organisations de sensibiliser les utilisateurs hein, quand on implémente une solution, parce que l'usage finalement non éthique ou non respectueux, il va peut-être plus venir de l'interne. Le système d'IA en lui-même, il est entraîné et utilisé par quelqu'un qui le fournit, avec qui on n'a pas vraiment de prise directe en matière juridique. Donc ça va être difficile voilà, d'encadrer juridiquement dans un contrat avec ChatGPT. Enfin, ceux qui l'ont fait, s'il y a des gens qui participent, qui ont réussi à le faire, moi je suis preneuse d'une idée ou d'un contact. Mais on se retrouve confronté à la même problématique qu'on avait avec le RGPD face à des grands acteurs fournisseurs d'IA. On va avoir du mal juridiquement à leur proposer nos propres clauses ou autres quand on veut protéger notre client. On va être matricé par leurs conditions générales d'utilisation. Et si on ne veut pas l'utiliser, bah, tant pis pour nous, il faudra qu'on passe à une autre solution éventuellement. C'est plus dans le choix de la solution. Et à l'inverse, c'est ce que je disais, comme on ne pourra pas forcément avoir de contrepoids efficace juridiquement, c'est sensibiliser énormément les utilisateurs en interne. C'est ce qui va être déterminant à l'avenir, je pense. Ça pose une question aussi qu'il y avait sur quand des systèmes d'IA sont mis en place, par exemple dans les modules RH qui sont utilisés peut-être par des utilisateurs, et que ce module RH inclut
de l'intelligence artificielle, est-ce que eux, en tant qu'utilisateurs, finalement, se retrouvent face à des obligations de documentation quand l'IA est implémentée dans un outil? Alors, je pourrais peut-être y répondre aussi, hein, parce que effectivement, nous-mêmes, chez Bah oui. Dastra, on implémente de l'IA Mm. là-dessus. Alors, bien évidemment, ça pose un peu la question de est-ce qu'on est fournisseur? Est-ce qu'on est déployeur? Est-ce qu'on devient déployeur quand on utilise une solution qui déploie de l'IA dans sa solution? On voit bien qu'ici, on est sur une tangente toujours un peu Mm. délicate de savoir bah, finalement qu'est-ce qu'on a. C'est pour ça qu'on a une grande attente aussi, hein, je ne vous cache pas, des guidelines sur justement les déployeurs Mm. et les fournisseurs qui vont, j'espère, amener ce niveau de précision sur bah, les utilisateurs finaux face à l'IA par rapport à une solution. On achète quand même une solution. Est-ce que du coup, le fait de l'acheter et que cette solution intègre de l'IA devient déployeur? Pas Mm. forcément, à mon sens, ce serait un peu gros à ce moment-là, sinon pour tous les utilisateurs de devoir s'en assurer. Ça n'empêche pas que, effectivement, il faut que pour le déployeur, un certain nombre de choses soient mises en place, voilà, de transparence, d'explication, vis-à-vis du système d'IA et de maîtrise, et puis derrière qu'il y ait un fournisseur. Mm. Donc là-dessus, aujourd'hui, bon, il n'y a pas, je ne dirais pas qu'il y ait une réponse exacte à apporter là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose, j'espère, qui sera bien tranché noir sur blanc à travers ces Mm. guidelines. Et en tout cas, voilà, on peut estimer qu'aujourd'hui, il est plutôt intéressant de s'assurer auprès des fournisseurs de solutions, alors qui sont pas forcément les fournisseurs, ou qui peuvent être des fournisseurs au sens de l'IA, du règlement IA, Mm. effectivement, quelles sont peut-être les garanties qu'on peut avoir sur l'usage de l'intelligence artificielle. Mm. Voilà. Bah, très concrètement, dans l'usage que je vous montrais pour exposer la pratique chez My Data Solutions, donc sur ce client qui veut intégrer de l'IA couplé à son logiciel de gestion finalement de son personnel dans son organisation de santé, bien, on a été amené à bouger finalement des éléments RH de conformité qui étaient des éléments de conformité RGPD, de les faire évoluer parce qu'avant, effectivement, le client n'utilisait que son logiciel de SIRH, en fait. Maintenant, il veut utiliser son logiciel couplé avec de l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, l'usage déjà n'est pas le même. La manière dont on va exploiter les données sur les collaborateurs, du coup, se modifie. Donc, on a, nous, déjà dû faire évoluer les informations qu'on avait dans le registre RGPD et dans la note d'information qu'on remettait aux collaborateurs au moment de leur recrutement pour leur apporter la transparence. Et là, on a dû effectivement leur montrer qu'il y avait éventuellement aussi un usage de l'IA dans leur gestion de leur parcours pour gérer les mobilités internes et leur proposer des postes. Par contre, ce qu'on a fait également, c'est assortir, puisque là, on a encore, comme tu le disais, Jérôme, on attend aussi des guidelines, on attend encore des choses, on manque, comme je le disais, un peu de recul. Nous, par précaution, on a dit aux clients, sur finalement, quelque part, la base légale, ensuite, on l'a fait évoluer plutôt vers le consentement pour être sûr que les personnes qui sont dans l'organisation maintenant du client acceptent que leur profil, leur CV, leur parcours professionnel fassent l'objet d'une exploitation d'IA pour leur proposer de la mobilité interne. Et on est plutôt parti sur la base légale du consentement par rapport à ce traitement et cet usage euh, pour prévenir un éventuel risque parce qu'on ne maîtrise pas encore l'usage total de ce système dans l'organisation. Et donc, on a préféré, vous voyez, partir sur cette base-là. Alors que la base légale RH d'exploitation des données RH en temps normal, elle est le contrat, elle n'est pas forcément le consentement, le contrat de travail. Mais là, on a préféré effectivement la sortir finalement d'une précaution en plus pour éviter de se retrouver dans des situations où des collaborateurs ne comprendraient pas pourquoi tout d'un coup on leur apporte une proposition de poste à l'intérieur de l'organisation alors qu'ils n'ont rien demandé et ça pourrait remettre en question finalement se poser des questions, bah, est-ce que je fais bien mon job? On me propose un autre boulot, est-ce que c'est parce qu'on veut m'éjecter du précédent? Enfin voilà, pour éviter tous ces cas de figure, ben, on a préféré partir sur le consentement. Voilà, c'est vraiment important. On voit bien que c'est de l'humain dans tout ça. Et à Oui. la fin, tous ces usages, il y a beaucoup de fantasmes aussi qui peuvent apparaître et c'est normal. Ça nécessite de l'explication.
ça nécessite de la transparence et de s'adapter aussi à son public. Et ça, c'est très important de pouvoir aussi faire comprendre finalement quels sont éventuellement les risques, comment ça marche, c'est quoi les enjeux derrière. Et ça, c'est vraiment la question importante pour essayer de parfois de démystifier aussi parfois certains usages de l'IA qui ne sont pas plus dangereux que parfois d'autres technologies particulièrement. Peut-être tu as parlé du consentement et peut-être on va peut-être après prendre cette dernière question. Mhm. C'est aussi, finalement, on a beaucoup de DPO dans notre assemblée, je pense en tout cas participent à ce webinaire et puis aussi qui utilisent aussi beaucoup d'outils type d'Astra. Est-ce que c'est lui, le DPO, qui est en charge de la conformité sur le règlement? Il y a finalement son rôle dedans, on voit bien, tu l'as dit, il est essentiel parce qu'il va Ouais, avoir tout à ces fait. notions de base Mm, légale, mais est-ce que mm, c'est sur ce sujet de l'IA, comment est-ce que toi, dans ta pratique, tu vois, est-ce que c'est le DPO qui prend en charge? Il serait intéressant d'ailleurs peut-être de voir les réactions Les réactions, parmi voilà, je pense que les parmi les utilisateurs. gens qui sont là, ouais, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, dans une organisation où il y a un DPO, oui, ça va être un peu ça peut être la porte d'entrée sur un projet IA parce que justement, la question de se poser au préalable, de savoir est-ce que l'usage qu'on va en faire fait qu'on va implémenter dans l'IA des données à caractère personnel, comme le projet dont je vous parlais, mon exemple, un projet RH, oui, il va y avoir des données à caractère personnel puisque on va avoir le nom, le prénom, le mail, le parcours professionnel de la personne, etc. Donc, effectivement, d'associer le DPO au projet de conformité de l'IA et à vérifier sa conformité à l'IA Act, oui, c'est incontournable puisqu'on a de la donnée à caractère personnel. Par contre, dans d'autres organisations, où si le système d'IA ne va pas avoir pour objectif d'exploiter de la donnée à caractère personnel, nous, on a chez d'autres clients d'autres interlocuteurs, pas forcément le DPO. Mais le DPO intervient toujours à un moment donné notamment en soutien d'une équipe projet sur justement l'analyse de risque, sur un audit ou autre, parce qu'il peut avoir une pratique professionnelle d'avoir mis en place déjà des diagnostics, des audits, des analyses de risque RGPD. Donc en parallèle, il aura beaucoup plus de facilité à aussi accompagner des équipes sur un projet IA, parce qu'il a l'expérience de déployer ces méthodes déjà. Mais ce n'est pas forcément l'unique interlocuteur, effectivement, en charge. Mais dans des grosses organisations, on va avoir des data chief compliance. Donc, vraiment, là, on est vraiment sur la conformité. Et donc, on va avoir des personnes qui ont un rôle beaucoup plus large. Le DPO, à la base, délégué à la protection des données, c'est le garant finalement de la conformité RGPD, en tout cas de la réglementation liée à la protection des données à caractère personnel. Alors que là, dans un projet d'IA, on doit prendre de la hauteur. Donc, si un DPO veut devenir finalement en charge, veut se charger de la conformité de l'IA Act, il doit effectivement finalement faire évoluer aussi sa fonction au sein de l'organisation pour pouvoir embarquer ces sujets, se former, s'acculturer. Il a la méthode déjà qu'il avait avec le RGPD, donc ça va l'aider. Mais effectivement, finalement, son rôle évolue. Enfin, le rôle du DPO va évoluer si c'est lui qui s'en charge. Effectivement, et nous, on a fait une enquête dont on va publier les résultats prochainement auprès d'un large panel, donc à la fois de DSI, de RSSI, de DPO, qui apporte quand même des résultats intéressants. Et en particulier, on voit bien que le DPO prend une responsabilité importante sur ce sujet de l'IA et se positionne en tant qu'acteur principal, en tout cas sur la conformité, pour un Mm, très grand nombre d'organisations, mm. plus de la moitié des organisations qui ont été sondées. Et donc, c'est vraiment quelque chose là-dessus qui va faire évoluer aussi ce métier du DPO. On en Oui, parle beaucoup de l'évolution et il n'y a plus qu'à se rendre sur les différents événements, salons, etc., qui sont dédiés à la protection des données au DPO, où on voit bien que le sujet de l'IA oui, devient un sujet de 70% des conférences tournent sur ce sujet. Donc, oui, oui. on ne peut pas passer outre ce sujet quand on est DPO. Voilà. Après, ça dépend. Ouais. Parfois, on est dans l'innovation, on est des choses, mais on est finalement dans cette même logique un peu des traitements où on va devoir faire appel à des compétences donc variées au sein de notre organisation, mais toujours devoir aussi toujours savoir finalement à la fin c'est qui le accountable. Hein, c'est Ouais. lui qui va devoir un peu centraliser tout ça et devoir finalement rendre des comptes un peu sur la conformité. Voilà, sachant que Mm. n'oublions pas, le règlement IA ne prévoit pas de responsable, ne prévoit pas, comme le RGPD le prévoit, Oui. de désignation d'un DPO et de sanctions en tout. Ouais. Ouais.
Écoutez, voilà, je propose qu'on s'arrête là. Je vous ai mis ici quelques liens utiles. Vous voyez sur notamment l'intelligence artificielle, quelques interactions aussi avec le RGPD qui sont importantes. On voit qu'il y a même des cours en ligne gratuits pour ceux qui veulent se former, hein, qui sont assez intéressants sur ce sujet. N'hésitez pas à nous consulter si vous voulez en avoir les liens. Et puis à nous contacter hein, si nécessaire pour en avoir plus, en savoir plus à la fois sur Dastra et sur My Data Solutions et comment l'offre de My Data Solutions là-dessus. C'est un accompagnement très spécifique et important. On voit que le sujet est essentiel et qu'il faut évidemment le prendre à bras-le-corps très en amont pour ne Mm, pas se retrouver dans une situation où on va devoir finalement exactement. ramer pour récupérer les informations ultérieurement. Mm. Eh Merci bien, beaucoup. merci à tous et bonne journée à tous. Merci Jérôme pour ton invitation, c'était un plaisir. Et merci à tous. Merci Elodie, à bientôt. À Au bientôt. revoir. Merci. Au revoir.